Politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Notre invité dans un bâton rompu est M. Mori Bafiak Collier. Il est juriste, publiciste et membre du cabinet du président de l'UGDD. Avec lui, nous allons parler de la transition, mais également du type de démocratie pour la Guinée. Nous allons parler du type de système politique pour la Guinée. On va également revenir sur le chronogramme de la transition. Bonsoir à vous, M. Collier. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette émission. Je suis très content d'être votre invité. Eh bien, on va directement aller dans le vif du sujet. Votre regard sur la transition guinéenne? Oui, c'est une très bonne question. Avant, je voudrais dire ceci. Moi, j'interviens dans votre émission parce que j'ai la passion de la Guinée. Et en fait, tout ce que je dirais, je ne veux pas être effectivement dans un débat de personnes, je serai tout simplement dans un débat d'idées. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. Bien. Maintenant, par rapport à la transition, de façon globale, il faut dire que les choses vont beaucoup au ralenti. Les choses vont beaucoup au ralenti. On aurait aimé que ça aille vite. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas la durée de la transition. Et je ne sais pas qu'est-ce que le CND attend. Parce qu'il faut aller vite. Et puisqu'il ne peut pas régler tous les problèmes effectivement de la Guinée. Et ce qu'on leur demande, c'est d'opérer des réformes constitutionnelles. Des réformes institutionnelles, c'est ce qu'on leur demande. Mais pour le moment, rien n'est fait. On est en train de tourner en rond. Rien n'est fait, nous avons un CNT. Eh bien, il y a des actions sur le terrain. Vous dites que rien n'est encore fait. Oui, mais le CNT a été mis en place. Excusez-moi. Le CNT, effectivement, a essayé à parler de son mandat. On connaît le mandat du CNT. Ils ont un agenda déjà. Ils vont essayer de dérouler cet agenda. Mais combien de temps allons-nous prendre? Parce qu'il faut consulter. Ils parlent de consultation. Ils doivent aller sur le terrain. Et combien de temps tout cela va prendre? Et en attendant, nous avons beaucoup de choses à faire parce qu'il y a des réformes institutionnelles qu'il faut déjà commencer. Il faut commencer ces réformes institutionnelles. Là, il faut déjà commencer. Il faut essayer de voir, nous avons le fichier, parce que le fichier tel qu'il existe, nous avons déjà un fichier qui existe. Mais quel fichier électoral, vous voulez dire? Oui, effectivement, le fichier électoral, il faut l'assainir. Il y a tout ça. Et nous avons des élections, mais pour le moment, rien n'est fait. Je pense qu'il faut déjà commencer à pleurer. C'est maintenant qu'il faut déjà commencer. C'est clair que les élections, quand même, n'auront pas lieu cette année. Parce que dans même la loi de finances, la loi de finances 2022 est claire, il n'y a pas de ligne pour l'organisation des élections. Donc là-bas où on est clair, qu'en 2022, il n'y aura pas d'élection. Mais je voudrais quand même poser une question par rapport justement à la réaction de la communauté internationale par rapport à la Guinée. Sur des rapports de la CEDEAO, l'Union africaine a sorti récemment un communiqué dans lequel il a pratiquement salué ce que la Guinée est en train de faire et appelé même la communauté internationale à accompagner la Guinée dans sa démarche. Est-ce que vous ne pensez pas que vous n'êtes pas en phase avec la communauté internationale? Bon, écoutez, je pense que la CEDEAO, d'abord, dans un premier temps, avait parlé de 6 mois. Et la CEDEAO, en le disant, savait effectivement que ce délai n'était pas tenable, ce n'était pas un délai tout à fait raisonnable. Mais ce serait l'idéal si on peut aller plus vite, de toutes les façons. Alors, aujourd'hui, l'Union européenne, je parle de l'Union africaine. L'Union africaine, effectivement, a salué, comme vous le dites, la démarche un peu du CND. Nous ne disons pas que le CND n'est pas en train de travailler. Mais c'est que c'est lent. Le travail est tout à fait lent. Alors, et laissez-moi dire, nous, on ne veut pas leur prêter des intentions. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent aller? Peut-être que si c'est un mandat qu'on veut, peut-être qu'ils veulent le faire. On ne sait pas. De toute façon, normalement, la durée de la transition ne devait pas aller au-delà de 18 mois. Et aujourd'hui, déjà, il y a maintenant bientôt 6 mois. À côté des questions électorales, il y a un autre travail qui est en train d'être fait allant dans le sens de la moralisation de la vie publique, notamment en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Il y a la CRIEF qui est en train déjà de traiter des dossiers. Il y en a qui sont annoncés. Il y a le fait de retirer la récupération des domaines, des biens de l'État. Justement. Il y a tout cela qui est en train de se faire parallèlement à la démarche allant dans le sens des élections. Quel regard portez-vous sur ces actions, en tout cas, ces actions? Très honnêtement, et les acteurs politiques apprécient cela. Même au niveau de l'UGDD, effectivement, nous sommes contents que cela continue parce qu'il faut récupérer les biens de l'État. Mais ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas qu'il y ait une chasse aux sorciers. Le problème, c'est-à-dire qu'il faut le faire dans la transparence.
Et lorsque vous récupérez les biens de l'État, c'est une très bonne chose. Jusque-là, qu'est-ce que vous constatez comme anomalie? Non, mais c'est bien. Je dis bien. Jusque-là. Le regard général que nous portons sur la chose, c'est que c'est une très bonne chose, comme je l'ai dit, de récupérer les biens de l'État. Est-ce que vous approuvez la méthodologie employée, la procédure employée justement dans la récupération? C'est la forme que nous dénonçons. Nous dénonçons la forme. Sinon, nous sommes pour le principe qu'il faut bien récupérer les biens de l'État. Dans quel cas particulier vous dénoncez la forme? Est-ce qu'il y a des exemples? Oui, tout à fait. Et voilà ce qui se passe. Alors, vous savez, normalement, quand vous voulez récupérer les biens de l'État, le fait de dire, par exemple, alors vous avez 72 heures, vous avez tel nombre d'heures pour pouvoir quitter. Je pense que normalement, c'est quand il y a urgence qu'on peut essayer de faire recours à cela. Alors, mais aujourd'hui, au nom du principe du préalable, et qui permet effectivement à l'administration de prendre des décisions qui s'imposent à tout le monde, parce que l'administration, quand elle agit pour le code de l'intérêt général, on est pour le fait que l'intérêt général soit mis en avant, mais qu'on ne politise pas l'intérêt général. Parce que cette notion, parfois, elle est politisée, elle est manipulée. Alors, donc on dit on agit au nom de l'intérêt général. Alors, il n'y a pas urgence, s'il n'y a pas urgence, s'il n'y a pas purgé en la demeure, il ne faut pas brusquer les choses, il faut laisser la justice faire son travail. Nous, c'est ce que nous demandons. Parce qu'il appartient à la justice, et seulement à la justice, en tant que juriste, je dis bien, il appartient à la justice de dire, effectivement, cette partie du domaine, cette partie relève du domaine public ou du domaine privé de l'État. C'est seulement au juge de le faire. Parce que la qualification que l'administration peut donner peut être fausse. Mais il appartient effectivement au juge de dire la vraie qualification. Donc pour vous, le patrimoine bâti public n'a pas qualité, c'est des errements, ils sont en train de s'aventurer sur un terrain glissant. Voilà, ils n'ont pas qualité, excusez-moi, ils n'ont pas qualité pour qualifier la chose. C'est-à-dire, c'est pas à eux de dire que ça c'est un domaine privé de l'État. Ils le disent parce que c'est par rapport aux tests. Ils se disent qu'ils ont bien lu les tests, mais il appartient au juge, en dernier ressort, de nous dire réellement que ça appartient. Ça relève du domaine public de l'État ou bien ça relève du domaine privé de l'État. Mais justement, c'est le patrimoine bâti public qui gère ce qui appartient à l'État. Oui. Donc ils savent bien ce qui appartient à l'État. Oui, ils savent, mais attendez, mais ils peuvent se tromper. Parce que, laissez-moi vous dire, ils peuvent se tromper. Parce que la loi, qui écrit la loi? Qui écrit la loi, c'est le législateur qui écrit la loi. Mais alors, son interprétation, c'est autre chose. Je dis, il appartient au juge seulement de nous dire effectivement que cette partie du domaine de l'État... Et que vous devez quitter ou que vous devez rester. Toujours est-il que avant-hier, c'était mardi, ou lundi même, les présidents de l'UFDG et de l'UFR ont, parmi tant d'autres... C'était hier. D'autres leaders politiques. Non, la rencontre avec le CNR. Oui, c'était avant-hier, donc plutôt lundi. C'était lundi. Donc certains leaders, ils étaient au nombre de 8, dont Sidia Touré et Cellou Dalein, ont été reçus à l'état-major général des armées. Il y a eu cette rencontre. Quel regard portez-vous là-dessus par rapport à la transition de façon générale, mais aussi par rapport au processus de récupération des biens? Oui, en fait, vous savez, par rapport à cette rencontre, il y a beaucoup de choses ont été dites par rapport à cette chose. Beaucoup de choses. Alors, j'ai entendu qu'ils auraient dit aux acteurs politiques... alors, si vous enflammez la cité, on va vous retirer vos documents de voyage et puis on va fermer vos sièges. Il n'en a pas été question. Mais plutôt, c'était des... vous y étiez? C'était des... Excusez-moi, je sais de quoi je parle parce que je suis de l'opposition et ça, je le confirme. Oui, mais Jean-Marc Teliano... oui, c'est ce que Jean-Marc Teliano a dit. Il y était, je ne sais pas. Tout comme Makanera Kake qui y était aussi. Oui, excusez-moi. Je ne sais pas si avant qu'il ne soit en salle... Je ne sais pas si c'est en aparté. Lui, non, c'est ce qui a été dit devant tous ceux qui étaient présents. Ce dont je parle, comprenez-moi très bien. Ça va avant que les gens ne soient en salle. Alors, quelque part, je ne sais pas si c'est ailleurs, d'autres, on leur a dit ça. Mais excusez-moi, je parle de... Je pense que l'UGDD était représenté, il y avait Pépé Francis Abba. Oui, c'est ce que je dis. C'est plus pour... Il y a eu de l'intimidation. Et les propos étaient un peu musclés. C'est-à-dire que c'était des propos musclés. C'était discourtois. C'était pas respectueux. Et le cadre, le lieu même. Voilà, le lieu. Est-ce que c'était le cadre même pour recevoir les leaders politiques? Non. Et puis c'est ce que nous avons déploré. C'est ce que nous regrettons. Et je pense qu'il faut faire attention parce que sinon on risque de faire du Condé sans Condé. Est-ce que monsieur Collier, oui, allez-y. Est-ce que les leaders politiques invités au camp n'avaient pas le droit de décliner cette invitation et demander qu'elle se fasse ailleurs qu'au de camp? façon plus formelle. Est-ce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire? Mais bien sûr, les leaders avaient la possibilité de le faire. Mais vous savez, les leaders politiques ne s'attendaient pas à ce type de discours. C'est plutôt, on s'attendait à un discours du genre. Alors la Guinée nous appartient, la Guinée est notre pays, nous avons la Guinée en commun. Et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une opération de chasse aux sorcières.
Mais plutôt, nous voulons récupérer les biens de l'État. Et puisque nous aimons tous la Guinée, c'est dans ce cadre-là que nous faisons ça. Et ça ne vise personne, nommément. Mais très malheureusement. Votre parti y était. Et puisque vous considérez justement que ce que les autres ont rapporté, notamment Jean-Marc Teliano et Makanera Kake, Fayam Limono, tous ceux qui ont rapporté, il n'a pas été cas de cela. De quoi est-ce qu'il a été cas finalement? Parce que en même temps, le discours que vous venez de tenir, vous vous attendiez à cela, mais à vous entendre, on sait que ce n'est pas ça qui a été dit. Oui, mais effectivement, ce n'est pas ce qui a été dit. Et vous savez, j'ai dit tout à l'heure, il y a eu de l'intimidation, comme pour dire nous allons continuer la récupération des biens de l'État, qu'on le veuille pas. Et puis voilà, c'était vraiment un discours très musclé. C'est comme si on était en face d'adversaires, alors que nous sommes tous Guinéens et le pays nous appartient à tous. Notre invité dans Bâton Rompu, M. Moriba Fiakoulié, eh bien, il est juriste, publiciste et membre du cabinet du président de l'UGDD. Avec lui, nous parlons de la transition et de l'actualité. De façon générale, on va revenir sur cet autre sujet qui a défrayé la chronique, c'est cette question liée en tout cas à la limitation de l'âge. Après ça, les gens ont estimé que comme si ça ne passait pas, il va falloir passer par la justice, notamment cette récupération de domaine, pourquoi pas l'affaire Air Guinée. Et aujourd'hui, que pensez-vous de cette question liée à la limitation d'âge? Vous savez, monsieur le journaliste, je dis que c'est un faux débat. Ce débat, il faut le poser ailleurs. Nous avons beaucoup d'autres choses. Mais très malheureusement, ce débat, les gens, ils en parlent. Si un jeune estime, si un jeune, il a de la valeur, il est à même, effectivement, de réunir un certain nombre de suffrages, pouvant le faire porter, effectivement, à la masse suprême du pays, il est le bienvenu. Mais on ne peut pas dire que non, mais c'est sur la son des vieux, il peut pas. Non, il faut renouveler. Le renouvellement de la classe politique ne se décrète pas. S'il y a des jeunes qui ont du cran et qui ont des valeurs, c'est-à-dire ils sont basés sur des valeurs, sur comment on appelle, ils ont des idées qui peuvent permettre de trancher idéologiquement et d'amener le plus grand nombre de Guinéens vers eux. Mais je pense que ceux-là, ils seront les bienvenus. C'est à eux de le faire. Mais on ne peut pas. Pour le moment, moi je me dis c'est un faux débat. Il faut le poser ailleurs parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à la Guinée pour lesquelles il faut trouver des solutions. Bien. Et vous savez, excusez-moi, si on met ça dans la Constitution, parce qu'en fait, la Constitution sera soumise effectivement au référendum. Il appartiendra au peuple qui sera député d'un jour de se prononcer sur la base de ce test. Et ce test risque effectivement d'être enterré. Bien. Alors, revenons sur le CNT qui est à sa deuxième plénière. Je ne sais pas si même les conseillers ont fini parce que depuis jusqu'à 16h, ils y étaient, je crois. En tout cas, on n'avait pas la dernière information. Alors, parmi les points à l'ordre du jour, c'est la validation de leur mission à l'intérieur du pays. Que pensez-vous de cette démarche? Excusez-moi, Oui, parmi les points à l'ordre du jour, c'est la validation de leur projet de voyage, de faire un tour à l'intérieur du pays. Et du règlement intérieur. Que pensez-vous surtout de cette démarche de ces membres du CNT qui consiste à aller rencontrer les citoyens de l'intérieur du pays? Vous savez, on est en train de perdre du temps pour rien. Normalement, la priorité. Vous savez, la Constitution, comme je le dis souvent, c'est l'acte fondateur d'un État. C'est le statut du pouvoir. C'est notre identité politique. Alors si aujourd'hui, il faut mettre déjà, il faut faire un jet, il faut avoir fait un premier jet, ils doivent travailler, ils doivent rédiger d'abord cette Constitution. Quand ils ont la Constitution, ils peuvent aller faire des consultations. Mais chez nous, comme vous le voyez, généralement d'ailleurs, c'est pas le référendum qu'on organise en Guinée, ça a toujours été ce qu'on appelle un plébiscite, parce que je profite de votre antenne pour faire cette différence entre les deux notions. C'est extrêmement important. Il y a plébiscite lorsqu'on demande au peuple de se prononcer sur l'action du chef de l'État. On dira par exemple c'est l'homme du 3 avril, c'est l'homme qui s'est battu pour la Guinée, c'est le président paysan. On ne parle pas d'un test. Alors qu'il y a référendum, lorsque c'est sur la base d'un test, c'est-à-dire on demande au peuple de se prononcer sur la base d'un test. Et ce jour-là, il devient député d'un jour. S'il est d'accord, si le oui l'emporte, le test passe. Et si c'est le non qui l'emporte, alors le test est complètement enterré. Bien. Mais très malheureusement, c'est pas ce qu'on fait. Et il faut expliquer, même dans les langues vernaculaires. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple soit touché partout. Il faut que ce soit vulgarisé. On vulgarise le test. Mais pour le moment, il faut rédiger. Vous n'avez même pas rédigé. Vous voulez aller à l'intérieur du pays. Vous allez tourner pour aller dire quoi? Pour dire qu'on a mis en place un CNT qui représente toutes les sensibilités du pays. Il faut faire très attention. Et d'ailleurs, c'est la même confusion que le CND est en train de faire actuellement. Parce que le CND tantôt parle le CNRD parle tantôt du CNT et des forces vives. Quand on dit, par exemple, c'est le CNT et les forces vives qui doivent déterminer la durée de la transition. Mais cette durée de la transition, c'est une fuite en avant. C'est être lâche, c'est de la lâcheté. C'est parce que le CNRD est un peu lâche, n'a pas de courage.
Et ils doivent déterminer la durée de la transition et dire aux gens... C'est le cas au Mali, par exemple. Oui, mais déterminer la durée de la transition, mais vous dites aux gens, c'est une fuite en avant parce que vous voulez diluer votre responsabilité dans la responsabilité des autres. C'est une fuite en avant, c'est tout. Et, et quand on continue, on va tourner en rond. Monsieur Collier. Je voulais qu'on revienne un peu sur la CRIEF en ce moment qui a le vent en poupe. On a vu des cadres qui ont géré récemment mis sous mandat au dépôt à la maison centrale et d'autres encore sont inculpés de détournement présumé, de complicité de détournement, de blanchiment, de capitaux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une très bonne chose. La question de la moralisation de la vie publique, de la chose publique est une très bonne chose. Mais avant, je voudrais dire au CNRD, pourquoi le CNRD n'a pas déclaré ses biens? Pourquoi on leur a demandé à toutes ces personnalités de déclarer leurs biens et ce n'est pas encore fait? Qu'est-ce qu'ils attendent? C'est vrai, c'est bien beau d'aller récupérer tout ça, mais avant, je pense que l'exemple vient d'en haut. C'est à eux d'abord de déclarer leurs biens et ensuite faire ce type de travail. Ils auraient pu commencer par eux. Ils ne sont pas en train de le faire. Et moi, c'est un appel à responsabilité. Je leur dis de le faire maintenant. Mais est-ce que d'ailleurs vous connaissez les membres du CNRD? On ne les connaît pas. Oui, mais c'est justement le problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un texte aussi qui les oblige à cela? Et même si nous sommes dans un régime d'exception, si il veut être juriste, excusez-moi, non, je suis juriste, non, excusez-moi. Aucune disposition n'impose au CNRD ou au gouvernement de déclarer ses biens. Même si nous sommes dans un régime d'exception, excusez-moi, ils veulent donner le ton. Nous, on rêvait d'un homme providentiel. La Guinée a toujours rêvé d'un homme providentiel. Et cet homme providentiel, on veut bien le trouver en la personne de M. Doumbouya, s'il le veut bien. Mais en attendant, ce qu'on lui demande, c'est de faire en sorte que lui-même, d'abord, qu'il déclare ses biens, que tous ses ministres déclarent les biens, et ensuite, il peut se mettre au travail. Il peut traquer tous ceux qui ont volé les biens de l'État. La justice fera ce travail parce que la justice sera la boussole. Ce n'est pas à eux de faire ce type de travail. Sinon, et comme je l'ai dit, finalement, on va achoper sur des difficultés qu'on ne pourra pas résoudre. Monsieur Collier, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, la Guinée entamait une autre transition. Je pense que vous l'avez vécu aussi. Tout à fait. Comparativement à celle-là, comment est-ce que vous voyez la transition en cours? Quels sont les aspects sur lesquels on a performé? Quels sont les aspects sur lesquels on doit faire des efforts? Il y a des choses à corriger. Bon, en fait, ce qu'il faut dire, le fait de mettre la CRIEF, nous avons apprécié ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est bon. Le fait de mettre déjà le CNT en place, c'est une très bonne chose. Vous savez, ça avait beaucoup coincé parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Et vous savez, les opposants, les leaders politiques ont accepté et ont été lésés. On est presque pris par le temps. Ont été lésés, ont été complètement lésés. Alors moi, je voudrais dire rapidement le type de démocratie qui conviendrait à notre pays. Rapidement, on n'a pas 30 secondes. Oui, 30 secondes. Le type de démocratie qui conviendrait à notre pays, c'est quoi? C'est la démocratie semi-représentative. C'est-à-dire, dans ce type de démocratie, le peuple élit ses représentants, mais ces représentants n'accaparent pas complètement la souveraineté, mais donnent parfois la possibilité au peuple de se prononcer sur des questions existentielles du pays. C'est extrêmement important. Voilà, donc à travers, par la voie référendaire, et aussi par la voie des droits des pétitions, parce que je voudrais que dans la nouvelle constitution, qu'il y ait effectivement comme on appelle des droits de pétition. Et comme il existe déjà un existant, qui est la constitution de 2010, cette constitution, ça doit être un bon départ pour eux. Ils doivent se référer à la chose, ce serait un bon référentiel. Merci beaucoup à vous, monsieur Collier, d'être passé dans cette émission. On se donne rendez-vous demain.